Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'actu. Bruxelles a subi de plein fouet les affres d'un urbanisme ravageur pendant des années. Elle porte encore aujourd'hui les traces de ces balafres. Mais cela aurait pu être bien pire. Nombre de projets un peu fous et de démolitions ont pu être évités grâce à la mobilisation des habitants. Ce sont ces victoires urbaines qui sont au centre de Plus d'actu ce soir. Voilà, des victoires urbaines que l'on va évoquer avec nos invités, que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, René Skonbrod, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de l'ARO, l'atelier de recherche et d'action urbaine. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Vincent Carton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre Victoire urbaine qui paraît aux éditions CFC Éditions en collaboration avec l'ARO. Première question pour vous, Vincent Carton, c'est une enquête que vous faites sur ces projets qui n'ont pas vu le jour. C'est compliqué d'aller retrouver ces projets-là, on les trouve facilement ? Ce n'est pas simple, c'est une vraie enquête dans les archives des communes, dans les archives des associations, dans les délibérations des conseils communaux. L'idée, c'était de prouver la véracité de ces projets. Il ne suffit pas d'en parler, mais tous les projets évoqués sont des projets qui ont existé, parfois qui ont reçu des permis d'urbanisme, et donc il fallait, avec des documents probants, montrer qu'ils existaient. Donc là, l'enquête a été relativement complexe. Et ce qui vous en a donné l'envie, c'est de montrer toutes ces victoires, finalement ? Oui, parce que manifestement, ces victoires n'étaient pas connues, elles étaient oubliées. J'avais beau les évoquer auprès de mes proches, auprès de mes étudiants, on ne les connaissait pas. Et surtout, tout le déclenchement des luttes urbaines, le rapport de force était méconnu. Donc, il fallait vraiment remettre ça sur le papier pour montrer l'évolution de ces projets, montrer qu'ils avaient existé. Oui, alors, René Skonbrod, vous étiez au cœur, vous, de ces luttes urbaines. C'est vous qui avez cofondé l'ARO, l'atelier de recherche et d'action urbaine. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir ? C'était des luttes très âpres, très compliquées ? C'était parfois des luttes très âpres et surtout très longues, parce que les décisions en urbanisme prennent beaucoup de temps. D'ailleurs, les promoteurs s'en plaignent tout le temps, mais c'est vrai, il faut 20 ans pour débloquer une question. Par exemple, la reconstruction devant la gare centrale, c'est au moins 25 ans d'intervention, voilà. Alors l'avantage, ce qui est bien dans le livre, si je veux me permettre, parce que j'ai deux aspects. L'aspect formel, je trouve ça extrêmement bien de publier ce livre, parce que quand on pense ville, on est toujours un peu dans l'abstrait. Ici, il y a des plans, des photos, des bilans. En fait, c'est vraiment très intéressant pour celui qui s'intéresse non pas seulement à la ville, mais alors à ce qui fait les mouvements sociaux dans la ville, c'est-à-dire les luttes urbaines. Et en fait, c'est un livre optimiste, fondamentalement optimiste, qui montre qu'on peut gagner des choses. Oui, en tout cas, c'est un livre où on voit qu'il y avait de l'imagination chez tous ces architectes, chez tous ces urbanistes. Et alors, évidemment, il y a une bataille qui est épique, que l'on connaît tous. Enfin, tous ceux qui se sont intéressés à l'histoire de Bruxelles connaissent cette bataille. C'est la bataille des Marolles. Donc, elle reste emblématique et donc marquée par l'image d'un de ses acteurs, l'abbé Van der Biest. On va l'entendre dans ce reportage que l'on avait réalisé lors de son décès. C'était en mai 2016, un portrait hommage. L'abbé Van der Biest, celui qu'on appelait le curé des Marolles, n'a jamais gardé sa langue en poche. Peu après son arrivée à l'église des Minimes, Jacques Van der Biest va se battre avec les habitants contre un projet d'extension du palais de justice dans ce qu'on a appelé la bataille de la Marolle. On vivait tranquillos, et puis qu'un jour, un type est venu sonner à ma porte en me montrant un papier et en disant « Qu'est-ce que c'est ça ?» Je dis « Si tu ne veux pas partir, tu trouves 20 types comme toi qui ne veulent pas partir, et alors on arrête tout simplement. » Ah, mais ils disent « Ça s'en ira jamais. » Mais je dis « C'est toi qui le dis. Moi, je te dis l'inverse. » Ce projet sera finalement abandonné, mais pas ces nombreux combats, comme celui du logement accessible pour tous, constamment menacé par des politiques de rénovation urbaine.
Voilà donc une bataille emblématique. Et là, on est vraiment dans une vision un peu hygiéniste de la ville, où on veut raser des quartiers qu'on considère comme étant des quartiers pauvres et malodorants. Oui, on est dans l'après-guerre où pas mal de ménages s'équipent d'une automobile, vont habiter en banlieue. Et donc les maisons des quartiers anciens, centre-ville, première couronne, se vident, remplacées en partie par une population qu'on a appelée des pays de la Méditerranée pour servir de main-d'œuvre. Donc il y a une mutation sociologique, mais également physique. Le bâti n'est plus vraiment respecté, n'est plus pris en considération. Oui, et donc il y a une volonté de construire finalement de nouveaux bâtiments pour le palais de justice. Et là, il y a une mobilisation qui est très forte, hein, René Skonbroth. En quelques jours, c'est toute une population qui se mobilise. Oui, mais aussi du côté promoteur, du côté de l'État promoteur, tous ces ministres là que j'ai rencontrés à l'époque, les Marolles, ils connaissaient. Et ils connaissaient les Marolles pauvres. Et donc, c'était une agression sur les pauvres qui a été vite comprise aussi en même temps. Le que faire à la place, parce que c'était quand même un quartier pourri, dans un sens physiquement pourri, un quartier d'artisanat, etc. Hein, c'était pas un quartier pauvre, comme on l'entendrait, je dirais, nous, mais qui subsistait comme ça, avec des vieux fers. Enfin bon, c'était assez incroyable. Mais ce quartier était quand même pourri et il fallait le reconstruire. Et donc, le reconstruire comment? L'idée spontanée, c'est une tour à petit jardin, une tour à petit jardin, une tour à petit jardin. La question était de dire non, on reconstruit en gardant la rue. Parce que la rue est la définition de la ville. Ben c'est la rue, si je peux dire, c'est conjoint, on ne peut pas séparer rue et ville. Donc il fallait refaire des îlots classiques, etc. Et là, c'était l'opposition sur un autre thème, ce thème de l'architecture et de l'urbanisme. Oui, c'est en un mois, en fait, l'action fait capoter le projet. On est fin des années 60. Le 30 juin, les propriétaires des immeubles reçoivent un avis d'expropriation. Ils se concertent, discutent, entre autres avec l'abbé Van der Biest, comme on l'a vu, et il faut une grande assemblée, des manifestations dans les rues, ils contactent les ministres, le bourgmestre, les échevins, ils prennent les parlementaires, ils demandent que des questions soient posées à la Chambre, et globalement, après quelques péripéties, le 15 août, le projet est abandonné. Donc c'est vraiment un record quand on compare à d'autres projets, comme celui de la vallée du Malbec, dont on va peut-être parler, qui a duré 40 ans et qui ne s'est clôturé qu'avec l'achèvement de la place Flagey. Oui, là on est en 1969, mais vous parlez aussi dans votre livre de la deuxième bataille des Marolles, dans les années 2010, où à nouveau on s'est mobilisé contre la construction d'un parking souterrain à ce moment-là, place du Jeu de Balle. Ah oui, les Marolliens n'ont pas leur langue en poche, donc dès qu'il a été question d'un parking souterrain sous la place du Jeu de Balle, qui est ce marché aux puces qui existe depuis 1875, évidemment le sang des Marolliens n'a fait qu'un tour et la bataille était rude. Et en quelques mois, ça a été abandonné également, un petit peu plus long que la première bataille. Alors on va parler d'un autre combat maintenant, c'est celui des combats contre les autoroutes. On va voir quelques images d'affiches de ces combats, le scandale des autoroutes. Il y a différents projets, l'autoroute dans la vallée du Malbec, un tunnel aussi à Uccle, voilà, le ring à travers Uccle, donc des infrastructures routières qui entrent au cœur de la ville. Ça, c'était un de vos grands combats, René Skonbroth, c'est se battre contre ces infrastructures routières. Oui, alors, oui, c'est très difficile à détailler, mais le Uccle, naturellement, c'était symptomatique aussi, je veux dire. Si on s'attaquait aux Marolliens, on s'attaquait aux Uclois. Donc, c'était aussi des mobilisations possibles. Et donc, le sens, c'était de boucler le ring autour de Bruxelles. Et naturellement, c'était très destructeur d'espaces verts, de la vallée de Saint-Job, etc. Mais c'était extrêmement difficile parce que l'administration communale s'était déjà très engagée. Voilà, bon. Mais fondamentalement, les Bruxellois étaient confrontés à ceci. Il n'y avait pas de plan de secteur, de plan global couvrant toute l'agglomération et définissant l'avenir de l'agglomération. Alors,
ce qui a joué, c'était de dire aux autorités, vous n'avez pas une idée complète de la ville que vous voulez, et vous nous imposez des routes, il y a quelque chose qui ne va pas. On veut d'abord le plan de secteur, et là, on verra si on met des routes ou pas. Oui, l'administration des routes avait son plan. L'administration des routes avait un plan, mais il n'y avait pas de plan pour les autres fonctions urbaines. Voilà. OK, donc il faut imaginer aussi que l'administration de l'urbanisme faisait partie de l'administration des travaux publics. Et il faut voir le rapport de force, même à l'intérieur d'une administration. De Zaag avait 30 milliards de francs à l'époque par an pour des autoroutes, et l'administration de l'urbanisme, ils étaient quelques-uns autour d'une table. Ouais. Et ce qui est très intéressant, ce que vous montrez, c'était la toute-puissance de l'État national à l'époque pour imposer ses vues, pour imposer cette vision autoroutière de la ville. Mais bien sûr, parce que d'abord, les ministres n'étaient pas bruxellois. Voilà, le Conseil des ministres est composé de personnes qui habitent dans différentes parties du pays, mais la grande préoccupation, c'était de rejoindre la capitale le plus facilement possible, tant du côté des décideurs que des administrations, d'ailleurs que de l'ensemble des personnes qui travaillent en ville. Et donc, autant le chemin de fer a permis ça au XIXe siècle, autant le réseau autoroutier devait permettre de ne pas habiter à Bruxelles tout en y travaillant. Et donc la préoccupation de l'État, c'était de drainer les grandes villes, et pas seulement Bruxelles. Oui. La pensée dominante, c'était aussi qu'on n'habitait plus en ville. Oui, on habitait dans des randgemines quelque part, et pour aller du boulot au domicile et inverse, il y avait les bagnoles, et pour les bagnoles, il faut des routes et des parkings, etc. Il y avait une sorte de logique mécanique dans les choses. Moi, je ne dis pas que les gens étaient pervers, je dirais, mais ils étaient mal orienté sur le plan du sens de la ville et du sens de la communauté urbaine, des mots urbanité, ça n'entrait plus dans les oreilles des gens. Avec un projet étonnant qu'on découvre dans votre livre, c'est ce tunnel routier qui devait passer sous le parc de Bruxelles. Ça, je dois avouer que ça a été une découverte pour moi. Mais pour moi aussi, c'est-à-dire que en fait, c'est assez logique. La rue de la Loi permet de prolonger l'autoroute venant de Liège, la E40, jusqu'à rue des Colonies, jusqu'à la gare centrale. Par contre, la rue Béliard n'est pas très accessible et elle sert de sortie de ville. Et donc, comment rejoindre la rue Béliard si ce n'est en passant par le parc de Bruxelles? Mais à travers le parc, c'est un petit peu délicat. Donc, on a conçu de passer en tunnel sous le parc de Bruxelles au départ de la gare centrale. Surtout que la rue Ravenstein monte un peu fort. Oui, c'était une des explications qu'on donnait à l'époque. Et alors, on va voir tout de suite une autre image d'un autre projet que l'on découvre dans votre livre. C'est la nouvelle église Sainte-Catherine, puisque à une époque, on décide que l'église Sainte-Catherine doit être détruite encore pour des visions autoroutières. Et donc, on va en construire une nouvelle à quelques centaines de mètres de là. Mais oui, il était prévu un mini-ring autour de la Grand Place pour faciliter la circulation à l'intérieur de la petite ceinture. Mais ce mini-ring passait à la place de l'église Sainte-Catherine. Et donc, en consultant les archives à la ville de Bruxelles, je demande le dossier église Sainte-Catherine à tout hasard, et je reçois un gros dossier et je découvre ce plan ainsi que 4 autres versions. L'architecte Gilson avait fait 5 versions, toutes refusées pour différentes raisons budgétaires, esthétiques et autres, qui consistaient à construire une église à 200 mètres de l'actuelle pour pouvoir démolir l'église Sainte-Catherine. Ouais, et là, on est dans les années 50 alors par rapport à ce type de projet. Années 60 par rapport à ce type de projet. Oui. En fait, la Roue a sauvé 3 églises à Bruxelles. L'église Sainte-Catherine, l'Altitude 100, Saint-Augustin, et Sainte-Marie à Scarbet. C'était assez... Et tous les arguments fondamentaux étaient les mêmes. Elles s'écroulent toutes seules. Elles n'ont pas été bien bâties. C'est pas très très solide. Donc, plutôt que de restaurer, allons-y. Voilà. Et on est à l'époque dans un quartier Sainte-Catherine qui n'a pas du tout la physionomie qu'il a actuellement. On est dans un quartier qui est un peu abîmé, un peu délabré. Le quartier était un peu à l'abandon. Le seul côté un petit peu préservé était le quartier du Béguinage, mais tout le reste était vraiment en très mauvais état et donc cette église n'attirait pas l'attention. Voilà, et on va voir un autre projet un peu fou quand on l'imagine maintenant. Ça, ce sont les Halles Saint-Géry actuellement, un bâtiment qui est classé aujourd'hui dans un quartier qui est rempli de vie, un peu trop, même disent certains riverains, mais il fut un temps où on voulait détruire ces Halles Saint-Géry et ça, c'est un projet qui a
qui a été d'actualité pendant pas mal de temps, hein, Vincent Carton. Oui, bien sûr. On se retrouve de nouveau dans le contexte de ce mini-ring, mais on est ici bien avant la fin de l'occupation du marché Saint-Géry, dans lequel les bouchers travaillaient jusqu'en 1979. Un promoteur achète l'îlot des Riches-Clairs qui est contigu, et la ville de Bruxelles lui demande d'étendre son projet sur le marché Saint-Géry en y prévoyant une station-service. Oui. Alors justement, on va voir cette image de la station-service, donc une station-service avec un bâtiment très haut à côté qui pouvait, dans les premiers projets, il atteint 70 mètres de haut, c'est ça, si je me souviens bien. Il atteint 70 mètres de haut, la ville de Bruxelles n'est pas opposée, mais elle demande de réduire tout de même de quelques étages parce qu'il est visible depuis la Grand Place, et donc elle trace un trait rouge sur le plan, disant voilà, vous pouvez construire, mais un petit peu moins que prévu. Oui, je parlais d'une bataille, c'était une bagarre de haute lutte, hein, ce sauvetage de Saint-Géry. Oui, je n'ai pas de souvenir, moi, très, très précis, sauf que nous avions redessiné la beauté du bâtiment. On y avait introduit une sorte de jardin botanique. C'était un stagiaire suisse qui est devenu architecte important en Suisse d'ailleurs, qui avait vraiment, comment dirais-je, montré la beauté qu'on ne voyait plus. Je dirais. Et en même temps, à un moment donné, on veut les détruire pour en faire un square. C'est ce que j'ai vu également. Oui, la ville de Bruxelles, alors, voulait tout raser simplement parce que ça lui appartenait. Et quand même, c'est une charge d'entretien. Et comme il n'y avait pas de fonction prévisible, c'était rasibus, c'était plus facile. Donc, et c'est un échevin plus sensible qu'un autre qui a dit mais non, ça ne tient pas, garde dans le bâtiment. Voilà. Ouais, et donc elle a eu des difficultés à trouver sa vocation. Finalement, aujourd'hui, c'est un lieu qui vit. Et quand on voit les différents projets, on se rend compte que des destructions, il aurait pu en avoir beaucoup plus. On parle de l'hospice Pacheco, on parle des maisons de la rue Hollen, près du palais de justice, on parle de la cité Fontenas, tout près de la porte de Halle. Et donc finalement, on voit qu'il y a beaucoup de projets qui ont pu être évités. Hein. Oui, absolument. La liste est beaucoup plus longue que ce que vous dites. On peut faire la liste d'une trentaine ou d'une quarantaine de projets urbanistiques problématiques, urbicides, si j'ose dire, qui ont été évités. Pas mal d'intervenants se sont opposés à ça, mais il faut citer tout de même la Commission royale des monuments et des sites, qui a joué très souvent un rôle important, et l'agglomération de Bruxelles à l'époque, qui a été un peu un contre-pouvoir, une institution très en opposition au laisser-aller des communes et de l'État national. Alors justement, par rapport à ça, la création de l'agglomération au début des années 70, on est très loin, ça a vraiment aidé à la prise en compte de la ville, selon vous ? Oui, absolument. D'abord parce qu'une institution s'occupe des 19 communes en même temps, les chapeaute un peu à la colère des communes, c'est vrai, à la résistance des communes, mais il y a aussi des personnalités qui jouent à ce moment-là. Et des personnalités comme André Lagasse, le patron de l'agglomération, je dis patron, et Serge Moureau, qui est échevin de l'urbanisme et qui parvient en déployant une grande activité de concertation spontanée, si je peux dire, pas organisée de façon légale, mais spontanée, parvient à créer une opinion publique, qui va finalement percoler sur les décideurs communaux et promoteurs même. Et vous montrez également dans le livre l'importance que les mesures de publicité ont eu à un moment donné, c'est-à-dire qu'on devait présenter son projet avec les fameuses affiches rouges d'enquête publique. Ça, a été un moment très important pour la mobilisation. Oui, ça c'est vraiment le tournant, on peut dire, de l'urbanisme bruxellois, qui a été accepté par Van den Boeynans dans le projet de plan de secteur, après des discussions avec les interenvironnements. Et à partir de ce moment-là... Et là, on est à quelle période à peu près ? En 76. Les habitants apprennent l'existence de projets avant la délivrance des permis. Et ça, c'est capital, évidemment. Ça permet de débattre, de s'opposer, de se faire entendre, jusqu'au moment où les autorités responsables prennent leurs décisions. Mais il y a une expression des riverains. Et donc là, il y a la mobilisation. Et cette ville aux 100 comités de quartier, c'est ce qu'on disait à l'époque. Là, il y a un bouillonnement à ce moment-là par rapport aux volontés de transformation de la ville et une opposition qui devient de plus en plus installée, si je puis dire.
Oui, il y a un bouillonnement, mais qui se maintient quand même dans les difficultés. Il y a quand même toujours le Bruxelles-Raadleef-Milieu qui est actif, Interenvironnement Bruxelles est actif, l'ARO est actif, l'AQ est actif à Hugues, et beaucoup d'autres dans le quartier européen. Il y en a d'autres que je ne connais plus, moi, maintenant, vu mon statut, si je puis dire. Mais le problème, c'est que l'écoute me paraît actuellement moins attentive qu'elle ne fut dans les années 80. Je trouve qu'il y a du côté politique un resserrement des boulons et pas toujours dans la bonne direction, et on a parlé des points clés actuellement, c'est le métro 3, c'est le Palais du Midi, c'est l'hospice Pacheco. Bon, alors que des choses importantes comme les casernes, il faut imaginer qu'il y avait 5 casernes qui ont été achetées par la région et qui, comme ça, ne sont pas passées dans les mains de la promotion pure, disons. Et ce qui a permis de sauver l'affectation avec des nuances. Enfin bon, tout ça est compliqué, c'est des grands bâtiments, etc. Ça n'est pas simple à gérer. Mais on a évité, par l'action publique, on a évité le gaspillage, je dirais, des terrains des casernes, ce qui ne se passe pas actuellement ni sur le Pacheco, ni sur le Palais du Midi. Oui, alors il y a un autre bâtiment qui a été sauvé grâce, entre autres, à la mobilisation des habitants. C'est l'hôtel Anon, un hôtel Art Nouveau construit en 1903 par l'architecte Jules Brinfond. Ce monument a failli disparaître. Ça, on va voir un extrait d'un reportage qu'on a réalisé en 2022. C'était juste avant son ouverture après restauration. Boiseries, peintures murales, lustres et plafonds de prestige, tout attire le regard lorsqu'on entre dans la maison Anon. Pour celles et ceux qui œuvrent à sa restauration, la relation est forte, presque intime. Dans la façon dont la séquence d'entrée se passe, la façon dont les différents espaces sont organisés, les interactions, on a l'impression que c'est un bâtiment qu'on peut prendre dans ses bras. Donc on a vraiment le sentiment qu'on peut l'étreindre et dès lors on le connaît et on le maîtrise par sa petite taille finalement. 200 mètres carrés environ qui regorgent de trésors petits ou grands mais qui souvent ont été maltraités, comme ce mur au relief dans la chambre de Madame Anon. Ici je vous présente un incrustat, donc un papier peint de la chambre de Madame Anon, où vous pouvez remarquer qu'il a été peint donc dans les années passées et qu'on a fait un travail de dégagement pour pouvoir identifier les teintes et les caractéristiques d'origine du papier peint. C'est bien là l'idée, montrer à quoi ressemblait l'intérieur lors de son inauguration en 1904. Pour cela, on fait appel à des artisans soucieux du détail, comme ici pour les vitraux de l'audacieux Bow Window qui servait d'accueil. Voilà donc pour ce très beau bâtiment. Là aussi, vous racontez par le menu toute son histoire, où il a été vidé à partir de 1965, il a été vandalisé, il a été vendu. Le propriétaire, pour faire réaliser son projet, laissait les portes ouvertes pour qu'on puisse y entrer, pour le vandaliser. Il a tout subi, ce bâtiment. Il a tout subi. Moi, je suis entré dedans en 1977. Il était, je ne vais pas dire en ruine, mais les vitraux traînaient sur le sol, les chambranles de porte étaient arrachées, les cheminées étaient volées, et chaque fois que la police refermait les portes, quelqu'un de mal intentionné les laissait ouvertes et les voisins rappelaient. Mais donc cette dégradation était très profonde, il a coûté très cher en restauration. L'objectif du promoteur était évidemment de construire un immeuble de 7 étages, comme tous les angles du même carrefour. On peut comprendre sa logique, financière, mais aujourd'hui, quand on visite le bâtiment, on ne comprend plus ce projet. Oui. Alors, il reste moins d'une minute, très rapidement, sur finalement ces mobilisations qui permettent de sauver des bâtiments, mais qui permettent aussi finalement que leur restauration coûte moins cher parce qu'on les sauve en temps et heure. Oui, nous avons appris cela, je dirais, sur le terrain, mais aussi en allant rencontrer des gens qui, par exemple, à Lisbonne, à Berlin, travaillaient sur le terrain sans déménager les populations. C'était de grandes leçons. Mais moi, je voudrais dire aussi que s'il y a des associations qui ont été actives et qui sont actives encore maintenant, il y avait aussi des personnalités. Je pense, par exemple, à Serge Moureau,
je pense à Michel Dedisheim, je pense à Philippe de Kayser, dont on ne parle pas beaucoup, mais grand responsable quand même au Marolles, et surtout à Maurice Culot, qui quand même comment dirais-je, a presque été condamné parce qu'il appuyait les habitants. Ouais. Voilà, on va en rester là. On renvoie, Vincent Carton, à votre livre qu'on va revoir. Donc c'est Victoires urbaines et c'est publié chez CFC Éditions avec Larrot. Merci d'avoir été des nôtres. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Très bonne soirée à tous et à demain.